Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes là face à des questions qui sont pleines de sens et qui sont lourdes de sens, parce qu'elles sont sur le rapport à la vie. Et à la vie, le rapport à la vie, on le considère en général comme assez joyeux, puisqu'une naissance est toujours un moment joyeux, et que le rapport à la mort est toujours douloureux. Mais là, on est dans une situation où on parle de quelque chose qui a un rapport à la vie, mais qui passe par l'instrumentation du corps d'autrui, et qui, pour produire, dans des conditions difficiles, compliquées, mais qui se développe, et qui se développe dans le monde entier. Nous sommes face actuellement sur ces questions-là de gestation pour autrui, et je souhaiterais qu'on arrête de parler de gestation pour autrui et qu'on parle de maternité de substitution. Parce que le terme est plus clair, disons-le. Et parce que c'est gestation pour autrui, d'abord le terme de gestation est un terme qui convient pour les animaux, pas pour les femmes. Et ça c'est vieux comme le monde. Mais on est donc dans un débat, on voit bien, on sent bien que la France est, avec l'Allemagne certes, un endroit un peu d'exception puisque le droit français protège les femmes. La maternité de substitution est interdite en France et elle le restera. Mais il y a une difficulté qui est que des enfants sont là. Et des enfants qui ont été, qu'on le veuille ou non, achetés ailleurs dans le monde. Et on a également payé une donneuse d'ovocytes, qu'on ne connaît pas. On a payé une femme qui aura porté l'enfant et qui disparaît sur un plan juridique au bout de quelques semaines, parfois même tout de suite à l'accouchement. Et puis un contexte international délicat, puisqu'aux États-Unis, par exemple, les conventions font 60, 70, 80 pages et entretiennent toute une batterie de gens de droit qui en font métier, alors qu'en Angleterre, par exemple, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de convention possible, il ne peut pas y avoir de transfert d'argent. On constate qu'il y a beaucoup de gestations pour autrui qui se font aux États-Unis et de moins en moins en Grande-Bretagne, puisque peu de femmes sont candidates à prendre le risque, puisqu'on parle quand même du fait de prendre un risque. Une maternité n'est pas un moment anodin de l'histoire d'une femme et pas seulement au moment de son accouchement. Il peut se développer des maladies hormonodépendantes, par exemple. Il peut se développer des situations difficiles. D'autant que, par ailleurs, la question du fœtus et la question du droit sur le fœtus, du droit au moment de l'accouchement, des décisions à prendre en cas de difficulté et de la situation concernant l'enfant n'est pas non plus stable au niveau international. Donc il me semble que si les questions sont pertinentes, les régler par deux textes, si je me puis me permettre, vous me permettrez, Madame et Messieurs le rapporteur, qui sont très principielles et qui n'entrent pas sur des questions aussi techniques, aussi fondamentales, aussi, je dirais, charnelles que celles à laquelle vont être ou seraient confrontées les femmes qui, en France, sont protégées, mais la question de l'enfant reste pendante, puisque la CEDH a pris des discussions, et je constate que les procureurs traitent les situations au cas par cas. Et c'est très bien ainsi, traitent les situations au cas par cas. Mais pour l'instant, il me semble, en tout cas, nous ne sommes pas prêts à accompagner sur ce débat jusqu'à un terme qui pourrait être un oui ou un non. C'est votre décision, c'est votre intervention, chers collègues. Mais nous pensons qu'il n'est pas temps en France. Nous sommes face à un anomalisme mondial, nous le savons. Nous avons des personnes qui payent actuellement à l'étranger des sommes qui peuvent être très considérables. À l'étranger, aux États-Unis, c'est entre 100 et 120 000 euros quand même, hein, le prix à payer. Pour des femmes qui, par ailleurs, elles-mêmes sont, notamment dans le reste du monde, fort peu payées, l'apparition d'intermédiaires en nombre, y compris sur le territoire national, par le biais d'Internet, avec de la publicité et de l'incitation. Donc on est face à quelque chose qui est bien plus compliqué que ce que votre proposition aborde. Et donc pour ces raisons, nous ne vous suivrons pas sur ce chemin, chers collègues. Merci, Monsieur Larrivé. Et je ne vous oublie pas, Monsieur Bompard. Oui, Monsieur le Président, beaucoup a été dit dans cette salle depuis que nous avons démarré il y a longtemps. Beaucoup sont exprimés, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de concepts abordés, beaucoup de positions extrêmement claires. Ah bon, je vais reprendre. Je disais que beaucoup de choses ont été dites dans cette session de ce matin, dans cette commission des lois, avec des collègues qui sont venus d'autres commissions. Des mots importants ont été pris. Et on voit bien que certaines positions, en tout cas dans le groupe auquel j'appartiens, sont divergentes. Et c'est important aussi de le souligner. Chaque député est là en son âme et conscience aussi. Et que donc l'expression de cette âme et de cette conscience est légitime.
Pour autant, il ne me semble pas qu'il y ait eu de débordement en termes de mots, ou même en termes de sens, et que je regrette un petit peu que certains aient pu prononcer, ou en tout cas considérer que d'autres avaient été violents. Il n'y a pas eu de violence dans les propos d'aucun ce matin. Je tenais à le dire, et à me dire que je respecte profondément la parole de chacun, parce que chacun s'exprime en son âme et conscience, avec sa personnalité, qu'il m'arrive parfois même d'être un petit peu véhémente, et que je ne reprochais à personne de me le reprocher, mais que c'est aussi ma liberté. Donc, sur cet article unique, vous savez, Madame la rapporteure, qu'il vise à supprimer l'article unique de la proposition de loi qui vise à constitutionnaliser des principes qui sont déjà constitutionnellement garantis tant par l'alinéa 1er du préambule de 1946 qui consacre le principe de dignité, qu'à travers la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui exerce un contrôle scrupuleux en ce domaine et que, pour ces raisons, et sans m'étendre plus avant, j'aurai l'occasion d'y revenir dans l'hémicycle, vous proposez la suppression de cet article et donc de facto le fait que nous n'allons pas plus loin, en tout cas aujourd'hui, sur ce projet de constitutionnalisation. Mais je tiens à souligner et à dire que je me félicite que ce débat ait été porté, mené, conduit et qu'il nous ait permis publiquement de nous exprimer. Je crois que c'était important et je vous en remercie. Merci, Madame Le Dain. Oui, je voudrais m'exprimer rapidement, là, je dirais presque à titre personnel, si vous me le permettez. Je ferai vite, 15 secondes. Je voudrais dire qu'on est sur des débats de société qui sont extrêmement complexes, qu'on va jusqu'à, comme Madame vient de le rappeler, jusqu'à toucher à la notion de droit aux origines. C'est très compliqué, c'est très délicat, sur les divers bancs, les positions sont également extrêmement variées. Dans certains cas, certains les défendent pour des raisons qui sont discordantes avec celles des autres. Et donc, toutes ces questions sont délicates. À partir du moment où on me dit que quelqu'un, c'est mon opinion, relève de ses origines, ça veut dire qu'on peut aussi se poser des questions sur la manière dont les nationalités vont ensuite pouvoir être confirmées ou infirmées au fil des années, y compris pour des personnes qui sont devenues françaises et dont il est arrivé que dans notre droit, il a pu être remis en question par l'administration au travers d'une interprétation de la loi sur leurs origines. Donc ces questions, cette question, elle traverse tous nos groupes. Rien que le fait parce que le mot origine est utilisé. Donc, je suis extrêmement réservée sur la notion d'origine et sur la notion de droit aux origines. Une personne, elle est ce qu'elle fait et que son environnement fait d'elle. Et c'est la scientifique que je suis qui le dit. Je voudrais également dire que nous sommes sur ce débat sur des questions très importantes. Il y a l'enfant né. L'enfant né a tous les droits. Il doit être protégé, avant tout protégé. Mais il n'a pas forcément droit à tout. En tout cas, pas tout de suite. La seule chose importante est qu'il soit protégé et en sécurité dans notre pays, et très honnêtement, je crois qu'il l'est. L'enfant à naître pose la question de lui, de cet enfant, de ce fœtus, tant qu'il n'est pas né, ce n'est pas un enfant, c'est un fœtus. Je tiens à le répéter. Et l'enfant qui est né n'est un enfant qu'à partir du moment où ses poumons se sont déployés et qu'il a poussé son premier cri. Jusque-là, c'est un fœtus. Ne l'oublions pas, ne faisons pas non plus trop d'amalgame sur ces grandes questions-là, parce qu'elles touchent au droit et derrière à des choses importantes. Et il pose également la question de la femme qui le porte, des gamètes et des ovules qui ont été implantés parfois dans le corps de cette femme, et ce ne sont pas des choses indifférentes. Et il y a l'enfant désiré. L'enfant désiré, c'est quelque chose qui renvoie à une notion de satisfaction. Et est-ce que dans une société moderne, démocratique, consciente, confiante, la satisfaction de tous les désirs doit être une ambition commune, où le cadre légal, la constitution d'un cadre où tout le monde aurait ses besoins satisfaits, ne veut pas forcément dire que ses désirs le soient. Et on est sur quelque chose d'essentiel, la différence en droit entre le désir et le besoin. Une société moderne est une société qui devrait, à mon sens, tendre à permettre que les besoins soient satisfaits, pas forcément tous les désirs, parce qu'alors il n'y a pas de société, il n'y a qu'un libéralisme outrancier qu'il me semblerait dommage que la France soit la première à partager. Dans une position